Les cubes, les formes géométriques et autres figures colorées ont envahi Paris au début du XXe siècle. Le cubisme est partout. Braque, Picasso, Delaunay, Fernand Léger, tout le gratin artistique s'y met. Mais la période gloire des éléments géométriques sera de courte durée. On est en 1914 et l'Europe s'engouffre dans ses heures les plus sombres. La Grande Guerre vient d'éclater. La guerre de 14-18 marque un coup d'arrêt très brutal à cette période d'effervescence artistique de la scène parisienne. Les influences de la Grande Guerre sur le mouvement cubisme et sur l'art en général sont dramatiques. La Grande Guerre va donner un coup d'arrêt aux avant-gardes qui se sont mises en place depuis 1905. C'est une tragédie humaine, c'est une tragédie économique, c'est une tragédie artistique également. Les différents acteurs du cubisme vont tous être impactés par cette guerre. Les peintres français seront appelés à rejoindre les troupes. C'est le cas de Georges Braque, qui va partir à la guerre, qui va être blessé et qui va arrêter de peindre pendant quelques années. Fernand Léger va lui aussi rejoindre les forces armées. Léger parle de la guerre comme d'une guerre monochrome et dit il n'y a rien de plus cubiste que la guerre qui vient faire éclater les corps, fragmenter les paysages. La guerre va l'éloigner de ses peintures. Pourtant, il va continuer à créer au cœur des tranchées. Et on connaît finalement que quelques petits dessins créés au front. Et cela est extrêmement touchant, c'est-à-dire qu'il n'avait plus rien pour créer. Il a quelques morceaux de papier, un crayon, et il continue à traduire dans des compositions qui reprennent son vocabulaire cubiste des scènes des soldats, des scènes de guerre observées au front. André Mare va lui aussi immortaliser les conditions de vie d'un soldat à travers des croquis et aquarelles. Mobilisé dans la caserne de Toul, Albert Glaise y peint le portrait d'un médecin militaire aux formes géométriques. Tandis que Jean Metzinger, blessé au combat, réalise le portrait d'un soldat au jeu d'échecs. C'est peut-être même un autoportrait. Restés à l'arrière, certains artistes témoignent également de la dureté de la vie pendant la Première Guerre mondiale. Pablo Picasso, Juan Gris, qui sont espagnols, donc un pays neutre, sont à Paris à cette époque-là, mais dans leurs toiles, leur nature morte se teinte de tons sourds. Il y a presque une atmosphère oppressante, claustrophobique, malgré la grande virtuosité de leur composition, qui reprend vraiment tout le vocabulaire cubiste. Il y a ce sentiment du drame de la guerre qui est en train de se jouer. L'un des pères fondateurs du mouvement, Guillaume Apollinaire, est russe. Mais il va également rejoindre les rangs et quitter le milieu artistique parisien. Un des troisièmes mousquetaires du cubisme qui est Apollinaire, qui lui, dans un élan patriotique et pour s'intégrer à la France, va vouloir s'engager, et plus que vouloir, il va s'engager dans la Légion étrangère et va partir à la guerre. Le mouvement cubiste n'existe plus en 1917. Pourtant, sa trace sera indélébile. Dès la division des rangs cubistes par la guerre, finalement, la postérité est assurée, mais par d'autres artistes, et c'est une autre histoire qui s'écrit ensuite. Marcel Duchamp et son ready-made radicalisent l'intégration de l'objet dans la sculpture. Mondrian, lui, ira encore plus loin en donnant naissance à l'abstraction et au néoplasticisme. L'histoire du cubisme est à découvrir au Centre Pompidou jusqu'au 25 février.